Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Ce premier numéro du mois de novembre a le plaisir de recevoir Cheikh Bamba Dièye, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Mamadou. On va quand même sacrifier à la tradition. Vous êtes le président du FSD-BJ, parti d'opposition, ancien ministre avec les portefeuilles de la communication, les télécommunications et l'économie numérique, ensuite l'aménagement du territoire et les collectivités locales. Vous avez été député et vous avez également dirigé la ville de Saint-Louis, la première capitale du Sénégal en tant que maire. Vous êtes également un auteur fécond, avec ces deux livres sur la table, Le Parlement sénégalais entre régression et devoir de mutation, paru aux éditions L'Harmattan, et puis toujours aux éditions L'Harmattan, Touba, destin d'une ville-monde. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vous êtes également spécialiste de l'aménagement du territoire et du développement local, ingénieur des travaux publics. Nous allons vous interroger avec votre casquette politique ou bonnet politique. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2012 qui avait vu la défaite du président Abdoulaye Wade face à Macky Sall, que vous aviez soutenu d'ailleurs au second tour, pour avoir une part ou jouer une part active à la deuxième alternance. Avez-vous relevé des similitudes entre la période de 2012 et celle actuelle dans la perspective de la présidentielle de 2024? Tout d'abord, merci pour l'invitation et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous pour pouvoir échanger sur ce qui semble extrêmement important pour notre pays. Vous avez bien raison, parce qu'on peut même aller plus loin en pensant à la perspective de 2000. Au Sénégal, malheureusement, jusqu'à présent, on est plutôt habitué à enlever un homme au pouvoir et on ne réfléchit pas souvent à ce qui suit après. 2000, c'était du tout sauf Abdou Diouf. 2011, vous avez vous-même vu la gravité de la situation du pays avec le 23 juin. Et ensuite, ce qui s'est posé comme question, c'était du tout sauf Wade. Qu'est-ce qu'on met après, malgré qu'il y ait eu les assises, avec les conclusions, un ensemble de réflexions qui étaient vraiment très profonds sur comment gérer le pays, comment mettre de l'énergie, comment susciter chez le Sénégalais de l'engouement pour que tous ensemble, en fonction de nos expertises, de nos expériences, que nous puissions nous mettre ensemble et travailler pour faire améliorer le rendu, le développement, la qualité de vie du Sénégal et des citoyens. Je crois que quand on y réfléchit de près, on s'est vite rendu compte que les grands mots qui étaient utilisés à l'époque, tels que la reddition des comptes, la transparence, une gestion sobre et vertueuse, la patrie avant le parti, qui était, à mon avis, une revendication pas seulement d'un acteur politique, mais de tous les Sénégalais. On s'est vite rendu compte à l'exercice que les vieux démons du passé, la politique politicienne, l'esprit partisan, l'esprit clanique même, cette volonté d'accaparement de ce qui revient à tout le monde, a toujours supplanté à l'engagement premier. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec vous, on a l'impression que c'est un remake de 2000, de 2011, 2012, parce que la question de fond aujourd'hui, ce sera du troisième mandat. On ne réfléchira plus sur le Sénégal, sur les enjeux du moment, sur la question de la pauvreté, sur quelle éducation, quelle société nous voulons bâtir. Ces questions essentielles qui doivent être la base d'une élection présidentielle vont être complètement occultées autour d'un slogan, non au troisième mandat. Justement, vous avez parlé du contexte de 2000, le contexte de 2012. Aujourd'hui, on en est au contexte de 2024, même si nous sommes en 2022. Mais est-ce que il y a du tous contre Macky aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la même chose qu'avec Abdoulaye Wade et Abdou Diouf? Aujourd'hui, ce que nous aurons, c'est nous sommes plus ou moins dans la totalité de la classe de l'opposition, tous opposés au troisième mandat. Oui. Donc la question de fond, la réclamation, aujourd'hui, c'est non au troisième mandat. Et je le trouve bon, mais très limité. Parce que l'élection présidentielle, c'est une question d'une journée à la limite. Au-delà, qu'est-ce qu'on va faire?
Quelle perspective allons-nous décliner? Et ce qui est dommage, et c'est cela qui pose beaucoup de problèmes, c'est lorsque des acteurs politiques s'engagent pour leur pays et qu'ils mènent un combat pour la justice, la transparence, il est dommage qu'à la fin de leur mandat, qu'on soit retourné aux engagements premiers et aux revendications premières. Et je pense que c'est ça le gros problème que nous avons, et c'est pourquoi l'ensemble des acteurs politiques de tous bords devons réfléchir profondément et penser au Sénégal. Vous alertez sur un éventuel ou un probable choix par défaut encore en 2024. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Une élection présidentielle autour du non au troisième mandat va occulter l'essentiel de la vie publique et politique au Sénégal. La seule question qui vaille, toutes les alliances, toutes les discussions, les engagements se feront autour du non au troisième mandat. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas ce troisième mandat? Pendant tout ce temps-là, où on aurait dû avoir du temps pour parler aux Sénégalais sur les enjeux pétroliers, sur les enjeux gaziers, sur l'enjeu sur l'éducation dans notre pays, sur la qualité de vie, sur le monde, la géopolitique sous-régionale, les questions de sécurité, quelle éducation allons-nous donner, quel type de formation voulons-nous pour notre société. Mais ces questions n'auront plus de place. Et il n'y a qu'à regarder la presse. Oui. Ce qui fait sensation aujourd'hui, c'est des déclarations tonitruantes autour du non au troisième mandat. C'est celui qui fera le plus sensationnel, qui prendra le pied sur une réflexion profonde, alors que c'est de ça que nous avons besoin. Au-delà d'enlever Macky Sall du pouvoir, il restera le quotidien du Sénégalais. Et les réponses... Pour vous, est-ce qu'enlever Macky Sall du pouvoir, quand on revient à votre réflexion, disant qu'il ne faut pas occulter l'essentiel c'est le Sénégal, les réformes, les enjeux économiques, et sociaux et même géopolitiques, est-ce que enlever Macky Sall devient alors une priorité pour vous? À mon avis, c'est un faisceau de priorités qu'il faut avoir. Parce que, pour reprendre l'histoire, nous avons vécu le référendum. Et c'est le président de la République et son camp qui nous avaient vanté une constitution dans laquelle chacun parmi ces ténors a déclaré urbi et orbi qu'il n'y avait plus de possibilité de troisième mandat. Aujourd'hui, on essaie en train de trouver des petites situations d'explication pour dire que juridiquement ou cela, mais nous sommes au Sénégal dans un environnement où la déclaration, la parole donnée, l'engagement a encore un sens. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est extrêmement important, si nous voulons construire notre pays, que l'idéal politique, l'idéal de l'homme politique soit conforme à nos aspirations. Dans le modèle politique occidental ou ailleurs, il est toujours normal que quelqu'un joue et fasse des pièges à gauche et à droite. Mais dans notre société profonde, un milieu mouride, un milieu tijane ou un milieu laïen, il n'y a plus de crédit auprès d'une personne qui n'accorde pas de l'importance à ses engagements, à ses propos. Et c'est à ce niveau-là que le fait de nous opposer au troisième mandat du président de la République est un impératif. On ne peut pas l'occulter, il est essentiel. Mais à côté de cela aussi, il faut qu'on nourrisse ce qui va faire vivre le pays au-delà de ce combat-là. Nous sommes assez intelligents, c'est la deuxième ou troisième fois que nous allons vers une grande alternance. Et de ce point de vue-là, je crois que la première comme la deuxième doivent nous apprendre quelque chose. Nous savons tous qu'après l'euphorie de la victoire, il restera le quotidien des Sénégalais avec les difficultés que nous vivons aujourd'hui. On a tendance à dire jamais 203. Maintenant, question de savoir malheureusement, quelle compréhension avoir de cet adage. En tout cas, nous devrons y veiller. Oui. La presse en particulier, les acteurs politiques principalement, chacun d'entre nous devra veiller pour que non seulement les engagements aient un sens et que la parole donnée soit respectée et tout ce autour du quoi on s'était battu soit respecté, mais qu'au-delà, que nous puissions poser des programmes, des idées, des initiatives, une façon de voir le Sénégal qui demain nous pourra nous sortir de la pauvreté, de l'extrême pauvreté et de la pauvreté. Docteur Abdoulaye Maïga, qui nous écrit du Mali et qui nous suit sur les réseaux sociaux comme des milliers d'autres followers, c'est un pharmacien, un Malien donc, un admirateur, dit-il, ému de l'apparition au jury du dimanche de l'ancien maire que vous êtes, ancien député, ancien ministre, intellectuel tout court, qui suit avec attention cette émission Loin du Sénégal. Alors, il dit, le Sénégal, pays démocratique, si la démocratie se limite au respect du calendrier électoral
compte tenu de l'effervescence, de l'ébullition de la sous-région, n'a-t-il pas perdu, le Sénégal, des acquis démocratiques sous Macky Sall? C'est sa question. Vu la fragilité de la sous-région, la candidature du président Macky Sall est-elle nécessaire? Personnellement et en tant qu'acteur politique, je ne la juge pas nécessaire. Personne n'est indispensable au Sénégal. Ce n'est pas ce que disent ces partisans qu'on a entendu ces derniers temps quand même. C'est une vérité. Dire que oui, ce ne serait même pas un troisième mandat, mais un deuxième mandat de 5 ans. Vous savez, et que, vu son bilan, vu les enjeux justement dont on parlait tout à l'heure, que la candidature du président Macky Sall est nécessaire. Je pourrais sortir 1000 exemples. Oui. Il y a le cas de Mandela. Il y a beaucoup d'autres cas. Des présidents de la République ont été exceptionnels durant les mandats qu'ils ont eu à passer. Mais au-delà, pour renouveler la vie ne peut pas se suffire d'une certaine forme de stagnation. Nous avons besoin de nous renouveler dans nos idées, de nous renouveler dans les personnalités, de nous renouveler dans les perspectives. C'est pour cela qu'on a voulu rejeter de fait le mandat permanent. Parce que nous avons besoin de changer. Nous sommes dans un monde qui change, qui évolue. Et les gens peuvent être fatigués, émoussés. Il y a l'usure du pouvoir. Il y a tellement de facteurs qui, aujourd'hui, participent à ce que nous puissions comprendre qu'au-delà de 2 mandats, la personne est éreintée, usée par le pouvoir et qui n'est plus capable de relever les défis. Au-delà de tout, nous connaissons, nous tous les Sénégalais, nous avons été formés dans les mêmes écoles. C'est monstrueux que de penser qu'une personne est la clé ou la solution à tous nos problèmes. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est qu'on mise sur le Sénégalais. Qu'on installe un pays dans un cadre avec des lois, une régularité, des institutions qui fonctionnent, une justice forte, une Assemblée nationale qui joue son rôle et un exécutif qui est à sa place. Lorsque nous aurons ces institutions et des hommes de valeur capables de les animer, je pense que peu importe qui est là, les choses iront de même. Oui, mais la façon de s'opposer aussi, consistant à avoir presque le couteau, le sabre, voilà, prêt à s'abattre sur celui qui est encore au pouvoir, est-ce que cela ne doit pas être revu aussi? Parce que la peur du lendemain, de l'après-pouvoir, peut habiter certains. Je ne suis pas en train de justifier un certain état de fait, mais est-ce qu'on est des êtres humains, après tout aussi? Vous savez, moi, je pense qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui est porteur d'idées, qui est porteur de renouvellement, qui est porteur de beaucoup de générosité pour le Sénégal et qui est là pour construire et amener un plus. Un acteur politique qui résume son activité, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, à de l'invective, des insultes, le sabre en l'air, etc. Moi, je pense qu'il n'a pas beaucoup à apporter au Sénégal. Il y a la fermeté dans les convictions à avoir, dans la défense de ce qui doit être l'intérêt du Sénégal, mais il y a aussi les idées qu'il faut amener. Une nouvelle forme d'organisation, de nouvelles initiatives, parce que c'est de cela qui est important. Au-delà du combat et du gain de la victoire, il y a les jours, les mois, les années de pouvoir. Et il faut les habiller, il faut les approfondir, il faut y mettre du contenu. On n'y met pas du contenu en insultant, on n'y met pas du contenu en invectivant. Ce qu'il nous faut aujourd'hui et qui est important, aussi bien pour la classe politique de l'opposition que du pouvoir, c'est que le débat prenne de la hauteur. Prenne de la hauteur et en prenant de la hauteur, nous aurons pour les Sénégalais les moyens de leur donner, en fait, qui, au-delà de tout, est capable d'apporter quelque chose. Parce qu'il faut bien qu'on soit très, très, très prudent. Notre histoire politique a évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, sans critiquer qui que ce soit, nous savons que dans la classe de l'opposition, beaucoup ont déjà fait le pouvoir, y compris moi. Les discours que nous avons quand nous sommes au pouvoir, et l'attitude de dénonciation qui est la nôtre aujourd'hui, quelle est notre nature réelle, quelle est notre nature profonde. Et pour qu'on puisse le décrypter, il faut qu'on donne à l'acteur politique et qu'on l'interpelle sur les changements profonds qu'il veut amener à notre pays. Au-delà de quoi? C'est-à-dire qu'on porte en bandoulière la critique facile. Est-il porteur d'un projet de société, de réforme, mais bien sûr. Voilà, c'est ça qui est positive, c'est ça qui est transformationnelle. Alors, mais une question qui coule de source pour fermer ce chapitre avant d'aborder un autre. Abdoulaye Maïga dit quel est l'avenir politique de Cheikh Bamba Dièye? J'y ajouterai Cheikh Bamba Dièye, candidat
à la présidentielle de 2024? J'y réfléchis profondément. Je suis en train d'échanger avec beaucoup de mes amis, particulièrement de mon parti, et bien au-delà. Parce que vous savez, moi je fais partie de ces Sénégalais qui ont vécu maintenant, qui ont eu beaucoup d'expérience depuis l'ère Abdoulaye Wade, en passant même par l'ère Abdou Diouf, parce que nous avons été élèves étudiants. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce que nous avons dit tantôt, je suis très préoccupé par l'idée qu'une campagne ou une élection présidentielle tourne exclusivement autour de slogans et autour du non au troisième mandat. Je le trouve important, je le trouve essentiel, mais je ne le trouve pas suffisant. Et je trouve qu'il nous faut beaucoup d'idées. Il nous faut réfléchir et apporter aux Sénégalais de la quiétude, de la sérénité, des valeurs, réconcilier ce pays-là avec ce que nous sommes et ce que nous n'aurons jamais dû nous départir. Oui. Et c'est pour cela que cette réflexion me mène à regarder bien autour de moi, et c'est une question qui est essentielle pour moi. Je suis très avancé là-dessus, et je crois très avancé sur la question, et très bientôt je donnerai une position très claire là-dessus. Oui, mais à 15-16 mois de cette élection, qu'est-ce qui vous empêche de dire oui, je suis candidat, ou non, je ne le suis pas? Mais non, parce que vous savez, c'est d'abord une élection présidentielle. C'est vrai que c'est, comme on le dit, c'est le rendez-vous d'un homme avec son pays ou son peuple, mais ce n'est pas seulement une personne, c'est beaucoup d'autres éléments et interactions qu'il faut susciter, solliciter pour y être. Je suis en train de boucler la boucle et le temps se fera, et je crois que ce qui est essentiel, j'ai l'avantage d'avoir connu ce circuit, de l'avoir pratiqué au moins une ou deux fois. Et je pense que de ce point de vue-là, j'ai suffisamment d'expérience pour que le moment venu, que je puisse avoir au moins une science sur le temps nécessaire qu'il faut pour faire une déclaration. Vous avez envie de dire à ceux qui se sont déjà déclarés, attention, il y a le bon moment, il ne faut pas se tromper de moment. Bien sûr, c'est toujours comme ça, la vie. La vie, c'est l'instant. Il y a le bon moment pour déclarer une candidature. C'est toujours cela. Donc pour vous, le moment n'est pas arrivé? Personnellement, en ce qui me concerne. Et pour les autres? Je ne le sais pas, je ne peux pas parler pour moi et parler pour les autres. Très bien. Mais ce qui est le plus important, c'est que, je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'une candidature de Cheikh Bamba Dièye à l'élection présidentielle, ce serait une candidature d'idées et une candidature pour réconcilier le Sénégal avec ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes, avec nos valeurs, et non pas avec des valeurs d'emprunt. Parlons de l'audition d'Ousmane Sonko par le doyen des juges cette semaine, jeudi plus exactement. L'opposant a comparu libre et est reparti libre. Le calme qui a prévalu avant et après son audition tranche avec les émeutes violentes de mars 2021. Quelle réflexion vous inspire cette situation, cette audition? J'ai le sentiment et la conviction que lorsque la loi est respectée, lorsque les formes sont en place et qu'on donne à chacun l'entièreté de ses responsabilités, on arrive à l'essentiel, on arrive à faire ce qu'on doit faire sans pour autant entrer dans un cycle de violence. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Il y a eu 14 morts l'année dernière. Et c'est dommage, et c'est terrible pour le pays, parce que des pertes en vies humaines, aucun acteur de l'opposition n'a la capacité de le rembourser. Aucun pouvoir ne peut se substituer à cette perte. Le plus grave, c'est que ces morts sont oubliées, sont presque oubliées. Et c'est dommage, c'est la raison pour laquelle, à l'endroit, surtout et principalement du pouvoir, il est bon et souvent d'écouter les citoyens, d'écouter le peuple et de respecter la loi. Si on nous remémore l'histoire de ces 14 morts et de l'environnement dans lequel ça s'est passé, moi j'étais député à l'Assemblée nationale, le sentiment que j'avais, c'est que sur une affaire privée, le politique s'y est installé, s'y est inséré avec une précipitation que rien ne justifiait. Qui est ce politique? Mais le politique, c'est le pouvoir. Ah oui? C'est le pouvoir, mais absolument, parce que la question a été posée à l'Assemblée nationale à travers une levée d'immunité parlementaire. Ouais. Et je pense que de ce point de vue-là, moi, la question que je posais et ma revendication, mon combat à l'époque a été toujours, quelle que soit la configuration, le déficit et le problème que nous avons, pour chaque citoyen, nous avons l'obligation de respecter la procédure, de respecter la loi, pour que la justice, au moment où elle s'exercera, puisse s'exercer avec l'assentiment et l'acceptation de tous.
Oui, le politique aussi du côté de l'opposition avait dit « Je ne déférerai à aucune convocation parce que je suis député, je suis protégé par mon immunité. » Finalement, en situant les responsabilités, qui a politisé cette affaire que vous qualifiez de privée au départ? Je crois qu'on pose mal le problème. Parce que si on part du postulat qu'il s'agit d'un député, alors de fait, tout ce que la loi dit pour le député est sacré. S'il y a problème à ce niveau, ce n'est pas au niveau du député qu'il faut le chercher, mais c'est plutôt au niveau du pouvoir, de l'exécutif et de la justice. C'est ça le problème. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, en politique, quand on a envie d'en découdre avec un adversaire et qu'on pense qu'on a une occasion pour le liquider, la raison ne suit pas. C'est l'émotion, la passion qui préside aux actes. Et ces actes qui sont posés dans la précipitation, avec passion, et ça va au mépris des lois de la République, posent problème parce que nous sommes tous des intellectuels avertis. Et nous sommes des citoyens, les Sénégalais, tout le monde sait qu'il faut réfléchir. Et en conséquence de quoi? Lorsque on a le sentiment qu'il y a de la précipitation, lorsqu'on a le sentiment que dans la formulation de ce qu'ils font pour lever son immunité parlementaire, on n'est même plus dans le respect des règles, ça pose problème. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais ce sentiment d'injustice-là, et c'est ça qui a fait que je m'étais fondamentalement opposé à cette dynamique. Parce que l'Assemblée nationale aussi a une histoire. Oui. Nous allons en parler. Et a une histoire. Oui. Et cette histoire-là nous renseigne qu'il n'y a pas très longtemps, on a encore eu à nier l'immunité parlementaire d'un député pour le maintenir en prison. Il s'agit de Khalifa Sall pour ne pas le nommer. Donc, ce faisceau d'événements, d'actes politiciens qui sont posés sous le siège de faire la loi ou d'exercer la justice pose problème parce que nous sommes tous des citoyens libres. Alors, je soumets à votre appréciation ceci, et c'est Ousmane Sonko qui parle, question du juge d'instruction. Acceptez-vous de faire un prélèvement sanguin pour un test ADN? Pouvez-vous nous donner le nombre de fois que vous vous êtes rendu sur les lieux et les heures, allusion au salon de massage Suite Beauté? Avez-vous eu des relations sexuelles avec la fille? Ça, c'est le juge d'instruction qui parlait, selon Ousmane Sonko. Réponse du leader de PASTEF: ne me posez plus ces questions pour ma dignité et mon honneur sur un dossier vide, truffé de complots. Moi qui aspire à devenir président de la République dans 16 mois, je ne vous permets pas de me poser ces deux questions. Si j'ai eu un rapport avec la fille, je ne vous donnerai jamais de mon sang pour conforter ce complot. Il ne m'a pas posé de questions sur les menaces de mort évoquées dans la plainte. Auriez-vous posé de telles questions si vous étiez à la place du juge? Auriez-vous répondu ainsi si vous étiez à la place de M. Sonko? Vous allez me permettre d'être un peu plus en hauteur par rapport à tout cela. Mais des propos quand même sortis, mais bien sûr, qui relèvent des éléments d'instruction, d'après Ousmane Sonko. Je vais y venir parce que je veux juste pour pouvoir que les Sénégalais qui nous regardent puissent comprendre quelle est ma posture dans cette affaire-là. Premièrement, Ousmane Sonko est un justiciable comme tous les Sénégalais. Qu'il ait la prétention de pouvoir devenir président de la République ou de ne pas le pouvoir l'être, n'empêche en rien à ce que la justice s'exerce sur lui, sur moi, sur vous, comme sur nous tous. Et je pense qu'il n'y est pas allé seul. Il y est allé avec un faisceau de 14 ou 13 avocats. Donc il a eu à définir sa stratégie de défense et à se conformer à une manière, parce qu'il est aussi dans notre législation, que chaque individu interpellé puisse trouver les moyens de sa défense. Cela dit, l'interpellation du juge, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas un spécialiste dans ce phénomène-là. Je pense simplement qu'il faut qu'au Sénégal, qu'on sache que pour être juge, il faut le choisir. On décide de faire carrière dans cet exercice-là. Et à mon avis, je pense que ce qui est le plus important dans ce cadre-là, c'est que nous, les citoyens, que nous puissions au moins prendre un peu de distance, laisser dans ce cadre précis deux Sénégalais qui ont un contentieux devant le juge, avec leurs avocats, trouver les meilleurs moyens pour chaque partie pour véritablement avoir le droit avec lui. À mon avis, ce que nous devrons apprendre, c'est que
je pense que ce qui est le plus important pour le Sénégal, c'est que la justice soit une réalité. Tout le monde est attentif, tout le monde regarde, tout le monde observe. Et je ne pense pas que nous puissions accepter, dans un sens ou dans un autre, que la justice soit instrumentalisée pour, comme il le dit, fragmenter ou annihiler un probable candidat à l'élection présidentielle, probable président de la République. Je pense que ce serait inacceptable et une injure pour les Sénégalais. Comprenez-vous qu'Ousmane Sonko refuse? Oui. Autant je le conçois comme cela, autant aussi j'accepte que pour chaque citoyen, y compris le camp de la jeune fille, qu'il puisse rester en justice et réclamer réparation. De ce point de vue-là, nous les citoyens que nous sommes, notre posture n'est pas d'être au-delà. Si j'étais à l'Assemblée nationale et qu'on traitait du comité ad hoc, oui, j'allais le faire parce que j'étais député et acteur à l'intérieur. Un ensemble, nous sommes dans un ensemble global et cohérent. Nous sommes là à observer, à regarder et nous sommes attentifs à ce que le juge ou les juges feront au terme de toute cette affaire-là. Ce qui est le plus important, c'est que chaque citoyen a une manière d'analyser. Peut-être que pour Mahamadou, dans de telles conditions, il ne répondrait pas de la même manière ou que moi, je répondrais encore plus durement ou moins durement. Mais ce qui est le plus important, c'est que la justice soit là pour les deux parties et que la transparence y soit et qu'à la fin, que rien que la vérité et rien que l'intime conviction du juge puisse déterminer en dehors de toute forme de copinage, de toute forme d'intention malveillante, etc. De pareil. Et quel que soit le statut aussi du justiciable. Mais bien sûr. Qu'il soit pauvre ou riche. Bien sûr. Je me remémore voilà. la parole de Seydina Aboubakar. Le premier jour où il a été élu calife, il n'aura de paix que lorsqu'il fera en sorte qu'un riche qui prendra appui sur sa richesse pour exercer de l'injustice, il n'aura de cesse de se battre pour qu'il puisse le remettre à sa place. Et il n'aura de cesse que pour le pauvre ou la petite ou la personne qui n'a pas de force et qui se trouve injustement, etc., dans une situation et pour qu'il puisse au moins retrouver le droit. Le puissant ou le faible. Le puissant, parce que le principal aujourd'hui, parce que dans les deux sens, il y a une injustice innommable et c'est la raison pour laquelle on dit que mieux vaut libérer 1000 personnes que d'arrêter ou de condamner un innocent. La question, dans les deux sens, elle est monstrueuse. Imaginons, je donne un cas, imaginons que Ousmane Sonko soit totalement loin de toutes les formes d'accusation qui pèsent sur sa tête aujourd'hui. Et que par malheureux hasard, qu'il arrive à une condamnation. Mais cette injustice-là, elle est monstrueuse. Il est inacceptable à tous les sens. De la même manière aussi, dans un autre sens, il est tout à fait inacceptable qu'une personne qui a droit à la justice ne puisse pas l'avoir. En l'occurrence, Adji Sarr ici. C'est ma conviction. Très bien. Mais comprenez-vous le refus d'Ousmane Sonko de se soumettre à un test ADN? Mais bien sûr. Ah oui? Bien sûr, parce que même dans notre propre législation, sauf s'il y a contrainte par le juge, je ne sais pas dans quel cadre et comment ça se ferait, je pense que le citoyen a le droit de ne pas avoir confiance. Parce qu'il y a une histoire dans notre pays. Il a le droit, il a un vécu qui aujourd'hui milite à ce qu'il n'ait pas confiance et il l'a proclamé plusieurs fois. Et de ce point de vue-là, qu'il ait des mesures prudentielles à prendre dans cette affaire-là pour ne pas s'exposer ou pour ne pas prêter le flanc, s'il le fait avec l'assentiment de ses avocats, moi je n'ai absolument aucun problème à ce niveau-là. Qu'en est-il du secret de l'instruction? A-t-il été violé par Sonko ou est-ce qu'il est resté, selon vous, dans les limites de ce secret de l'instruction? Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, on a un véritable problème avec le secret de l'instruction. Pas seulement dans cette affaire-là, partout. Je crois qu'il y a un malin plaisir pour certains d'aller fouiner, pour faire sortir les choses, etc. Je n'ai pas l'impression que dans la posture de Ousmane Sonko, qu'il puisse violer le secret de l'instruction, puisque c'est un justiciable qui est convoqué par un juge. Ce n'est pas à son niveau qu'il faut regarder ce problème-là. Le problème, il est à poser au niveau des cabinets du juge, il est à poser au niveau des forces de défense et de sécurité, il est à poser au niveau de l'État, parce que c'est à ce niveau-là qu'il doit y avoir des verrous pour défendre, des verrous pour au moins protéger le secret de l'instruction.
Et si aujourd'hui, ce qui se fait au tribunal est dans la rue, je crois que ce sont ceux qui sont aux commandes du tribunal qu'il faudrait interpeller, à mon Justement, avis. le risque est que de voir, par exemple, je donne juste une hypothèse, hein, que le juge d'instruction lui-même décide de dire, voilà ce que les questions que je lui ai posées de manière exacte, et voilà c'est les réponses qu'il a servies de manière exacte. Mais en fait, aujourd'hui, quel est notre problème, nous? Oui. C'est-à-dire que, je crois que Mamadou, il ne faut pas qu'on se trompe d'une situation. Oui. Un justiciable n'est pas un juge. Il est convoqué et il est devant la nation qui interpelle, qui réfléchit, qui attend des réponses. Lui, il n'a aucune contrainte par rapport à une volonté de justification. Ouais. C'est son rôle. Parce que c'est un enjeu immense, parce que dans ce problème-là, le politique et le privé est intimement lié. Il ne s'agit pas d'un simple justiciable qui va au tribunal. Ousmane Sonko est un acteur politique de premier plan au Sénégal. Ce qui veut dire que chaque élément de sa vie interpelle et intéresse presque la totalité des Sénégalais. Et à mon avis, moi, à sa place, si je suis à l'intérieur, si je sors, je m'explique. Je donne des positions, je donne ma position et j'essaie d'expliquer parce que nous sommes dans un monde de communication. Si vous ne le faites pas, les gens vont communiquer à votre place. Ouais. Et ce débat-là, il est là. Il n'y a qu'à regarder vos plateaux. Chaque jour, chaque midi, chaque soir, on fait 1000 fois le procès. Et à tort, celui qui ne parle pas. Et je pense que de mon point de vue, clarifier certaines choses me semble être de bon augure pour une défense. Et puis, bonjour donc, voilà, les révélations parfois, et même parfois de secrets qui auraient dû être tus peut-être. Bon, c'est un débat. Bien sûr. Cheikh Bamba Dièye, thèse ou théorie du complot ourdie par le pouvoir, d'après Ousmane Sonko, il s'agit bien de cela. Il cite l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, en le menaçant d'ailleurs de plainte, le général Moussa Fall, le colonel Abdou Mbengue qui était commandant au moment de l'éclatement de l'affaire Adji Sarr Sonko, Mamour Diallo, ancien directeur des domaines, des avocats, Abdoulaye Soudi Gabi, Dior Diagne, ainsi que le président de la République lui-même. Une thèse à laquelle vous adhérez vraiment? Vous savez, moi, vous me mettez dans une position très inconfortable, oui. Mais je ne vais pas éviter la question. Oui. Je ne vais pas l'éviter pour la bonne et simple raison que moi aussi, je suis un acteur politique. Je vis dans ce pays et nous avons une histoire commune. Nous savons tous que le pouvoir au Sénégal nous a habitués à de tels faits et que ce sont tous sauf des enfants de cœur. Nous avons vu plusieurs fois manipuler la loi, exercer une injustice innommable sur des citoyens, alors que le motif de fond n'était que politique. Aujourd'hui, il y a une affaire privée politique qui touche un acteur politique. Comment voulons-nous que cet acteur politique-là ne puisse pas percevoir la vision politique dans cette affaire-là? C'est impossible. Parce que dans la personnalité de Ousmane Sonko, le fait politique est indissociable. Et c'est, à mon avis, son combat politique qui donne même de l'amplitude à cette affaire-là. Lui refuser le droit maintenant de réclamer ou de défendre ou de proclamer qu'il y a un complot politique ourdi contre sa personne, je pense que c'est à peine aller un peu trop loin. Concédons-lui cela, mais il appartient au juge d'aller au-delà, d'analyser les faits et d'arbitrer dans leur intime conviction. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ils ont été payés, ils ont choisi ce métier-là. Il leur revient à eux de se positionner en fonction de leur intime conviction. Mais un citoyen qui se défend, il a l'attitude, doit avoir la latitude d'utiliser toute la palette de son système de défense, y compris le fait politique qui est indéniable dans cette affaire-là. Parce que nous savons que s'il s'agissait d'un autre individu, ça ne remplirait pas les journaux et ça n'intéresserait pas les plateaux de télévision. Et en foi de quoi, je pense qu'il est dans son droit que de proclamer que c'est un complot ourdi. Et l'histoire politique, en tout cas, à ma connaissance, dans ce que j'ai vécu dans ce pays, ça ne me surprendrait pas. Ces personnes citées, à votre avis,
doivent-elles être entendues dans le cadre de ce dossier, comme le réclame Ousmane Sonko? Non, je ne suis pas dans cette situation-là, à mon avis, moi. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis un citoyen, acteur politique qui observe. Nous ne sommes plus à l'Assemblée nationale, nous sommes au tribunal. Et de ce point de vue-là, il y a deux camps devant le juge. La plaignante et celui qui est accusé. Je pense que dans notre pays, la présomption d'innocence est essentielle et c'est un des fondements de l'état de droit. Il faut, dans cette période-là, que nous qui ne sommes pas impliqués dans l'affaire, que nous soyons plus ou moins dans une situation de réserve. Ça participerait à calmer la situation, ça ne l'envenimerait pas, mais ça nous permettra même nous-mêmes d'analyser aussi bien les déclarations d'Ousmane Sonko, que nous soyons d'accord ou pas d'accord avec lui, d'analyser les déclarations de ses avocats, les déclarations de la plaignante et de ses avocats. Et si jamais par extraordinaire le juge décide de s'exprimer, nous l'entendrons. Et de ce point de vue-là, chacun d'entre nous a la capacité d'arbitrer une situation. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que dans la défense, si vous avez l'habitude d'aller au tribunal, vous verrez que nit ki la mo am rek lay duggee marché. Et chacun utilisera les moyens de sa défense pour montrer aux uns et aux autres qu'il est totalement blanchi ou innocent de ce qu'il est. Serait-il souhaitable que le juge d'instruction s'exprime? Oh. Ce qui n'est peut-être jamais arrivé. À mon avis, je quand pense même que... la question, mais on a vu ailleurs des magistrats instructeurs. Voilà. À mon avis, je pense simplement qu'il doit apprécier la situation. Oui. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'il doit clarifier les Sénégalais, travailler dans la transparence et donner des garanties pour tout le monde. Très bien. Pour qu'à la fin, nous puissions... Parce que c'est ça qui fait... Vous savez, la priorité est essentielle dans un système judiciaire et dans le pays aujourd'hui. Oui. Si les Sénégalais pensent que la justice est corrompue et qu'elle est aux ordres, ça va poser énormément de problèmes. Oui. Et certains actes peuvent être interprétés dans un sens ou dans un autre. Et j'espère que la raison va privilégier les appétits, les calculs, la volonté de nuire et la volonté de vouloir terrasser un adversaire ou la volonté d'échapper à la justice. Dans tous les sens, je trouve que c'est le moment vraiment pour la sérénité et le moment pour laisser à la justice, à la vraie justice, celle-là qui n'est pas sous ordre, de s'exprimer. Je rappelle que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Il délivre soit un non-lieu ou alors il renvoie l'affaire pour jugement devant un tribunal. Amnistie en faveur de personnalités politiques, pour reprendre les termes du communiqué du Conseil des ministres le 28 septembre, des personnes qui ont perdu leur droit de vote. Tout de suite, on a pensé à Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Le ministre de la Justice, dans cette émission, a dit qu'il y avait l'option de l'amnistie ou de la modification du code électoral. On sait que Karim Wade demande la révision de son procès. Aujourd'hui, ce sujet-là, est-ce qu'il vous préoccupe et selon vous, ce serait quoi la solution? Moi, je suis très préoccupé par ce sujet parce qu'il pose deux problèmes. Le premier, c'est que est-ce que les politiques au Sénégal doivent se payer la tête des citoyens ou est-ce qu'il faudrait faire en sorte que les lois de la République soient des lois impersonnelles et de portée générale? Pourquoi? Nous avions eu plusieurs amnisties dans notre pays et je crois que parmi les dernières, il y a la loi Ezzan. Comment justifions-nous devant les citoyens la liberté que nous aurons, nous acteurs politiques, de faire ce que nous voulons, de l'argent du pays, de la sécurité des citoyens, des biens des citoyens, et qu'à la fin, at the end of the day, on se réunisse pour encore aller à l'Assemblée nationale, effacer tout, et effacer une partie. C'est-à-dire que ce qui est visé va non seulement, certainement, régler le problème, mais régler énormément d'autres problèmes qui aujourd'hui auraient dû être devant les cours et tribunaux. Quelle est la qualité ou la crédit à apporter à un acteur politique qui doit sa survie à une amnistie? Ça, c'est des problèmes de fond qu'il faut poser. Est-ce la solution? Je ne pense pas que ce soit la solution. Vous n'êtes pas favorable à l'amnistie? Non, je suis totalement opposé à toute forme d'amnistie. Parce que ce qui n'est pas offert aux citoyens sénégalais ne doit pas l'être à disposition pour les acteurs politiques. Les vis, on doit les serrer beaucoup plus
pour ceux qui gèrent les deniers publics, pour ceux qui ont les destins de ce pays entre leurs mains. À mon avis, c'est comme cela qu'on exerce la justice. Je ne suis pas surpris d'entendre Karim Wade refuser l'amnistie. Pour la bonne et simple raison que si vous devenez président de la République, même si on a effacé le phénomène, mais dans la tête des gens, dans le cœur des citoyens, ce phénomène-là ne sera jamais enlevé. Et la politique doit être conforme avec ce que nous pensons, ce que nous entendons et ce que nous croyons. Khalifa Sall et Karim Wade ont été condamnés, chacun pour 5 ans. Khalifa Sall également pour y ajouter, en plus de la peine de prison, 1,8 milliard, parce qu'on estime qu'il a détourné 1,8 milliard de francs CFA. Karim Wade a une amende de 138 milliards de francs CFA. Pour vous, cette amnistie ne devrait pas aller voilà, dans ce sens de tout effacer. Vous savez, oui. La justice, c'est quoi? Oui. C'est le fait de non seulement protéger les citoyens, mais de veiller à ce que les gens ne soient pas traînés injustement devant les tribunaux. Si Khalifa Sall ou Karim Wade estiment que le chemin par lequel on est arrivé à leur condamnation est injuste, pour le cas de Khalifa, on a violé ses droits et de manière manifeste, on a nié son immunité parlementaire. Je pense que c'est des fautes de notre système, des juges, de la police. Pourquoi aller vers l'amnistie quand les fautes sont là et évidentes? Rectifions ou révisitons les procès ou retournons à la base, annulons ce qui doit être annulé pour pouvoir permettre aux individus de rester libres et dignes. Parce qu'il serait totalement inconvenant que pour le Parti socialiste qui s'était opposé à la loi d'amnistie contre Isidore Ezan, puisse aujourd'hui réclamer ou être bénéficiaire d'une loi d'amnistie. Ce n'est pas possible. Alors que nous savons qu'il faut simplement aller au niveau du code électoral pour réajuster et permettre à ces gens-là, si la volonté simplement est de les amener à être présents à l'élection présidentielle, de pouvoir l'être. Pour vous, il faut mettre de côté l'amnistie et réviser le code électoral. Absolument. Non seulement il faut mettre de côté l'amnistie, réviser le code électoral, laisser aux juges seuls la liberté de décider si tel monsieur ou tel justiciable mérite qu'on lui enlève ses droits ou mérite qu'on l'empêche de participer, ça doit être du ressort du juge, pas du code électoral. Il faut que ce soit très clair à ce niveau-là. Oui, mais sauf que le code actuellement, tel que... Mais il s'agit juste de l'amender. Oui, mais l'amender, c'est forcément le politique, donc l'Assemblée nationale. Mais bien sûr. Une révision, mais bien ça sûr. passe par l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, mais ce serait, du point de vue moral, du point de vue de la régularité de nos normes, ce serait, à mon avis, plus conforme que le fait d'installer une loi d'amnistie qui non seulement va régler le problème pour les 2 personnes incriminées, mais va aussi libérer ou faire échapper beaucoup d'autres personnes sur la période qui sera ciblée. La révision de procès obéit à des normes. Il faut des éléments nouveaux. En tout cas, cette révision, c'est ce que demande par exemple Karim Wade. Est-ce que vous pensez que les éléments sont réunis pour aller je crois que si la révision de son procès? Si lui réclame la révision, c'est qu'il a des arguments pour pouvoir... Oui, mais il faut mettre ces éléments nouveaux sur la table. Pour pouvoir les mettre... Également, il y a une procédure. Mais bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, Mamadou, constater une injustice et réparer l'injustice ne fera que nous grandir, nous tous. Si vraiment notre volonté est de construire un état de droit. Très bien. Pour ce qui concerne Khalifa Sall, les éléments, on n'a pas besoin de les chercher. Nous les avons vécus à l'Assemblée nationale. La levée de l'immunité parlementaire est illégale. Le fait qu'on l'ait conduit manu militari au poste de police sans son avocat, c'est des faits. Ça annule la totalité de toutes les procédures. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut plutôt, à mon avis, construire les choses plutôt qu'encore d'aller chercher vers une loi d'amnistie qui ne fera que conforter l'impunité pour les politiques que l'idée de justice. Assemblée nationale, on va se hâter très rapidement. D'abord, les commissions d'enquête, avant même de parler de l'examen du projet de budget de 2023, pas moins de 4, une commission d'enquête, en tout cas proposition de commission d'enquête qui émane de Mme Aminata Touré,
sur la famille présidentielle, interdiction et incompatibilité dans la gestion des affaires de l'État, le building administratif avec Mamadou Lamine Diallo, le contrat d'armement du ministère de l'Environnement Abbas Fall, la Poste Guy Marius Sagna, un trop-plein, ou en tout cas un semblant de trop-plein de commissions d'enquête qui peut être nuisible, ou vous pensez que c'est une abondance de biens qui ne nuit pas? Vous savez, c'est la première fois à l'Assemblée nationale qu'on ait cet équilibre entre les rapports de force qui sont à l'Assemblée. Les députés sont dans leur droit. Une commission d'enquête parlementaire est actée dans le règlement intérieur. Il n'y a pas d'abus à ce niveau-là. Et il n'y a pas aussi un nombre pléthorique, à mon avis. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent nécessairement se parler. Et c'est aussi la raison de mon livre dans lequel je demande au groupe, au-delà de leurs contradictions, de trouver un jour dans le mois pour qu'ils s'assoient et discutent entre politiques et qu'ils se fassent des concessions, puisque apparemment aujourd'hui, personne ne peut imposer à l'autre parti telle ou telle situation. Et la commission d'enquête parlementaire, lorsqu'elle est menée dans les règles de l'art, est salutaire pour une démocratie, pour un état de droit. Cela permet au peuple sénégalais, par devers les députés, de connaître le fin mot de situations qui semblent être en contradiction avec nos règles de gestion. Pour ce qui est du building administratif, c'est la coule de source. Cette affaire-là, il faut que les gens le tirent au clair. Il faut qu'on sache à quelle fin nos milliards ont été dépensés. Et il en est ainsi pour beaucoup d'autres cas qui ont été évoqués à l'Assemblée nationale. Je pense que les Sénégalais doivent plutôt essayer... Le contrat d'armement du ministère de l'Environnement, est-ce qu'il ne peut pas s'opposer, ou cette proposition de commission d'enquête ne risque pas de s'opposer au secret défense? En réalité, on ne peut pas parler de secret défense, à mon avis, à ce niveau-là. Parce que vous savez, pour tout ce qui concerne les contrats d'armement, les États ont les moyens de trouver des partenaires crédibles, des partenaires qui leur donnent du bon matériel. Et il est souvent difficilement acceptable lorsqu'on a des affaires avec des personnes sulfureuses et lorsqu'on constate à travers des reportages que le prix annoncé aurait dû être divisé par 2. Oui, selon la journaliste auteur de l'enquête, il y aurait eu une surfacturation d'au moins 25 milliards de francs CFA. Vous avez des réserves sur les explications fournies par le gouvernement? Bien sûr. Il dit que c'est une procédure tout à fait normale et puis il y a le secret défense. Vous savez, nous avons eu une histoire, plusieurs histoires dans nos pays où plusieurs fois nos États se sont fait gruger. On leur vendait des fusils périmés, des balles qui ne fonctionnaient pas, des avions qui ont été repeints, qui ont été vendus neufs. Et tout ceci pose problème, à mon avis. Au-delà de secret défense et de tout cela, 20 milliards pour notre pays, c'est combien d'hôpitaux? Un contrat de 45 milliards. Oui, 25 milliards de pertes sur un contrat. À mon avis, c'est combien d'hôpitaux? C'est combien d'autres structures aussi importantes qu'il faut le faire? Vous savez, à l'Assemblée nationale, nous avions l'habitude de concert de tous voter le budget de la défense. Mais ces cas de figure-là inciteraient les gens à être beaucoup plus suspects sur le budget de la défense, sur le budget de l'armement, d'où que cela puisse venir. Parce que, vous savez, il y a deux choses qu'il faut mettre en parallèle. Nous sommes un pays relativement jeune. Nous avons beaucoup d'histoires de corruption sur des contrats. Et je crois que, au lieu de nous opposer le secret défense, ce qui doit être mis en exergue aujourd'hui, c'est le besoin de transparence. Il faut accepter toutes ces commissions d'enquête parlementaire? Pas toutes, nécessairement. Il va falloir. À ce rythme-là, ils ne pourront pas fonctionner. Justement. C'est la raison pour laquelle je demande au groupe de s'entendre. Dans mon livre, j'ai dit que normalement, ce que nous devrons faire, c'est donner à chaque groupe un jeton de commission d'enquête l'année. D'accord. Et de ce point de vue-là, vous choisissez
dans tous les événements, que ce soit le building, l'armement, ou etc., chaque groupe choisit l'élément qui semble être le plus important et là, il déclenche une commission d'enquête à ce niveau-là. Mais si on a une prolifération de commissions d'enquête, c'est dans la norme des choses, mais c'est impossible à réaliser. Vous préconisez la réforme du règlement intérieur, du code électoral, le contrôle de l'exécutif, l'e-parlement, la saisine du Conseil constitutionnel, la fin des cumuls et l'audition des ministres avant nomination qui font partie des chantiers que vous, auteurs, a déchiffrés pour asseoir une Assemblée nationale crédible au service du bien-être du citoyen. Je vous recommande ce livre parce qu'on ne pourra pas en parler dans le détail, mais l'Assemblée, c'est aussi l'examen du projet de budget à partir du 14 novembre 2023. La coalition Wallou demande que le Premier ministre vienne d'abord faire sa déclaration de politique générale. Il a un délai qui court jusqu'au 17 décembre, en tous les cas. Budget, déclaration de politique générale, est-ce qu'il faut associer les deux? Et il faut simplement, aujourd'hui, l'urgence, c'est le budget. Oui. Parce qu'ils ont des délais. Oui. Et je pense que tant que les délais courent pour le discours de politique générale, le Premier ministre devra aussi se préparer à pouvoir le faire. Qu'il le fasse avant ou après, ça importe peu selon vous. Qu'il le fasse dans les délais. Parce Dans que les délais, c'est une habitude que nous devrons nous imposer. Oui. Maintenant, qu'il le fasse en premier ou en deuxième ou à l'intérieur ou intercalé, cela dépendra simplement des députés et de l'organisation de la réunion des présidents. Ouais. Je pense que ce qu'il faudrait plutôt regarder, c'est que moi j'ai pensé ce livre-là parce qu'il fallait d'abord que je restitue mon expérience, ouais, mais que deuxièmement, que l'Assemblée nationale puisse utiliser la situation actuelle pour se bonifier et aller de l'avant. C'est une soupape formidable d'une situation qui peut capter tout le mécontentement des Sénégalais et servir même d'exutoire au mécontentement des Sénégalais, tant et si bien que les députés auront les moyens de dénoncer ce qu'il faut et d'apporter la lumière sur ce qu'il faudra. À mon avis, c'est extrêmement important et l'Assemblée ne peut pas se payer, ne pas se payer cette réforme. Le projet de budget 2023 s'élève à plus de 6 400 milliards. Il est appelé budget solution par le gouvernement qui décrète 2023 année sociale. Faut-il voter ce budget? Cela dépendra de l'appréciation de chaque député. Mais je dois dire simplement que pour des budgets sociaux, on en a déjà entendu des vertes et des pas mûres. Ouais. À mon avis, à chaque élection, ils nous ont déclenché un budget social. Mais quand on cumule l'ensemble des budgets consommés depuis 2012 à maintenant, y compris la dette, on est à plus de 50 000 milliards de nos francs qui ont été dépensés. La question de fond que nous devons nous poser et que les députés doivent poser au gouvernement du Sénégal, c'est où est-ce que cet argent est passé? D'autant plus que nous sommes encore aussi pauvres que nous l'avons été, que nous avons énormément de difficultés du point de vue de la santé, de l'éducation et sur beaucoup d'urgences. Et la qualité de vie ne s'est pas beaucoup améliorée. De 2012 à maintenant, 50 000 milliards, y compris la dette. Y compris la dette, absolument. Et ça fait beaucoup d'argent. C'est à l'aune de cela aussi qu'il faudrait que les débats se fassent. C'est extrêmement important. Je ne sais pas si on a encore une minute, monsieur le réalisateur. Les mesures attendues sur la cherté de la vie du produit seraient concernées. Ce samedi d'ailleurs, autour du président de la République, la concertation nationale se retrouve pour prendre des décisions. Vous pensez que... Si, c'est bien. C'est bien parce que la situation est intenable pour les gens. Ce qui est à regretter, c'est pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour le faire. Encercler les prix, protéger les citoyens par rapport aux spéculateurs et tout cela, ça doit être au quotidien. Oui. Et au-delà de tout cela, Mahamadou, les questions essentielles, il y a des populations qui se réveillent le matin et qui n'ont pas de quoi manger. Oui. La pauvreté est une réalité et l'habitat a encore un autre problème. Et ce sont les vraies questions sur lesquelles il faut qu'on apporte des solutions. Heureux que les gens commencent à travailler là-dessus, mais il ne faudrait pas que ce soit le temps d'une déclaration, mais il faut que ce soit permanent et que l'État vraiment soit aux côtés des populations en augmentant les subventions, en essayant de trouver des solutions alternatives, avec plus d'emplois, des facilitations pour l'accès au logement. Je crois que c'est autour de ce débat-là qu'il faudrait nécessairement interpeller et interroger pour qu'on puisse y aller. Saint-Louisien, adepte du Thieboudienne,
C'est pas pour rien qu'on parle de Thiéboudione Penda-Mbaye, ça vient de Saint-Louis, de Ndar. Comment associer alors la pêche, les richesses de la pêche, continuer à exploiter les ressources halieutiques et exploiter aussi le pétrole et le gaz? Saint-Louis est concerné justement parce que c'est là qu'un certain nombre de gisements importants se trouvent. L'État du Sénégal n'y arrive pas pour le moment en tout cas. Déjà, l'existence du gaz à Saint-Louis complique l'activité de pêche. Il y a des zones qui sont protégées et les gens sont obligés d'allonger les circuits pour atteindre les zones de pêche et ça complique davantage. Sans compter maintenant les effets pervers liés au dégazage, à la situation de non-pêche et à d'autres possibilités liées au changement climatique, sur le maintien sur la brèche et la qualité de la brèche. Toutes ces questions-là relativement à la possibilité que les pêcheurs de Guet Ndar ont vis-à-vis de la Mauritanie, c'est infernal cette situation-là. Le pétrole en tout cas n'augure rien de bon pour le pêcheur dans son activité. Et on n'a pas le sentiment qu'il y a des mesures d'accompagnement. Rien dans ce qu'on gagne sur le pétrole n'est en direction de la pêche, où on n'a pas encore senti une protection réelle et une volonté d'aider les acteurs de la pêche à surnager et à continuer. Parce qu'au demeurant, si l'activité de pêche est morte à Saint-Louis, le pétrole ne vaudra pas ces prix-là. Parce que c'est des milliers de chômeurs qu'il faudra avoir. Et ça, je crois qu'il faudrait gouverner, c'est prévoir. Et il faut initier, envisager, trouver des solutions alternatives, renforcer les circuits de la pêche, des autres alternatives qui existent au niveau de la pêche, telles que la pisciculture, etc., et les aires marines protégées, pour que, au moins, le pêcheur puisse se retrouver dans l'exploitation gazière. Il ne s'agit pas que l'exploitation gazière supprime des activités économiques traditionnelles. Et il y a un risque terrible à ce niveau-là. Très bien. Merci, Cheikh Bamba Dièye. Vous avez été ministre de la Communication. Dans quelques jours, la Coupe du Monde. Certainement, ça vous passionne en tant que supporter des Lions. Mais une question sur les droits TV. Vous avez été ministre de la Communication. Un différend entre la RTS et le groupe E-Media. Est-ce que le ministre de la Communication devrait intervenir dans ce dossier, dans cette affaire? Je crois plutôt qu'on devrait aller vers des situations de conciliation. C'est un événement majeur. Notre pays aujourd'hui sera connu et regardé partout. Et tous les instruments, tous les outils que nous avons devront servir à peaufiner, à influer sur l'attractivité du Sénégal. Et je pense que regarder les droits TV d'une manière différente et refuser le fait que ce soit seulement la RTS qui puisse avoir ce phénomène-là, je ne pense pas que ça milite pour le développement de l'activité. Et il aurait été souhaitable, pour faire vivre la totalité des télévisions, trouver des alternatives, trouver des moyens qui permettraient à tout un chacun de pouvoir diffuser et diffuser librement, puisque si les droits sont payés et payés avec de l'argent public, je crois qu'à ce niveau-là, il faut y avoir une spécificité à avoir à ce niveau-là. À mon avis, c'est ça le problème, puisque aujourd'hui, il y a une situation hégémonique que la RTS exerce. Elle est beaucoup plus en phase sur l'essentiel de la publicité, puisque la publicité au Sénégal, c'est l'État qui le fait, pratiquement. Et de ce point de vue-là, il y a des corrections à avoir, un équilibre à avoir. Je crois que c'est du rôle des pouvoirs publics, plutôt que de se réfugier dans une certaine forme de rigidité qui, à mon avis, n'apporte rien de bon. C'est une très grande fête, et moi, j'ai envie d'attendre, et je vous souhaite que le Sénégal aille le plus loin possible. Oui. C'est extrêmement important, c'est gratifiant pour notre pays et nous avons une génération extraordinaire. Avec sûrement des maillots moins chers que 45 000 francs CFA. Cheikh Bamba Dièye est aussi auteur de ce livre, Touba, destin d'une ville-monde. On aura l'occasion d'en parler un jour. Mamoudou Ibra Kane pour vous présenter ce jury du dimanche. À la réalisation, Babacar Ndiaye et Iba Mar Sène. À la photo, Pape Doudou Diallo. Au texte pour imedia.sn, Cheikh Moussa Sarr. Réseaux sociaux, Biram Pouy, Fatimata Ba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.